Entouré de vétérans, le nouveau président domine tout le monde d'une tête. Jair Bolsonaro est le premier militaire à accéder au pouvoir depuis la fin de la dictature, en 1985. 3 semaines après son élection, il est venu assister au 73e anniversaire de cette brigade d'infanterie où il a fait toute sa carrière. Somos todos nós, forjados como aço na escola de paraquedistas. O nosso lema é Brasil acima de tudo. Comment cet ancien capitaine a-t-il réussi à devenir président? Sa victoire se résume en 3 lettres. BBB. Un triptyque bien connu au Brésil. La Bible, les balles et le bœuf. Autrement dit, les évangéliques, les militaires et les grands propriétaires terriens. 3 forces ultra-conservatrices unies pour faire élire le plus compatible des candidats et satisfaire un électorat en quête d'ordre et de morale. Un militaire, ça a de la poigne. Combien de politiques ont été au pouvoir et n'ont rien fait? À l'époque, les militaires ont fait du bon travail. Aucun autre gouvernement n'a fait autant ces 15 dernières années. Alors grâce à eux, tout va changer maintenant, si Dieu le veut. Le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tout. De tous. Non, c'est le Brésil au-dessus de tout. Mais non, c'est au-dessus de tous, je te dis. Ce slogan, Brésil au-dessus de tout, a été inventé ici, chez nous. Les parachutistes. Les militaires ont saisi une opportunité, n'est-ce pas, colonel? Cet homme est le frère du colonel Oustra, accusé d'avoir torturé l'ancienne présidente Dilma Rousseff sous la dictature. Le Brésil est conservateur par excellence. Il n'est pas rétrograde. Il préserve les valeurs. Les valeurs de la famille, de la sécurité, ce sont celles des militaires, des évangéliques. C'est le groupe des balles, les partisans du port d'armes. Nous sommes tous unis autour d'une grande idée, changer le Brésil. Le pays avait pris un très mauvais chemin. On va voir si on arrive à changer ça. La victoire de Jair Bolsonaro est l'aboutissement d'un long chemin pour la conquête du pouvoir, mené par les forces les plus conservatrices du pays. Si ce n'est pas un peloton d'exécution, je veux bien répondre aux questions. Les militaires et les évangéliques, ces protestants réactionnaires, sont désormais tout puissants. Quelle sera la place des évangéliques dans votre gouvernement? Les évangéliques sont très importants, et pas seulement pour moi, mais pour tout le Brésil. Mais que va-t-il se passer pour ceux qui ne sont pas évangéliques? Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que nous voulons tous? Que nos enfants soient meilleurs que nous. L'école est un lieu pour apprendre une profession, mais aussi pour enseigner les notions de citoyenneté, de patriotisme, l'amour de la patrie. C'est cela que nous voulons. L'école ne doit pas enseigner l'idéologie du genre ou former des militants. Mais plus de 65% de la population a de faibles revenus. Est-ce que vous comptez maintenir les projets sociaux et en créer d'autres pour aider les Brésiliens? Les projets sociaux doivent servir pour sortir les gens de la pauvreté, et pas pour les maintenir dans une situation de dépendance. Aucun Brésilien ne doit dépendre de l'État. La fête est finie, on va tout changer. Merci tout le monde. Il y a un an, Jair Bolsonaro n'était crédité que de 4% des intentions de vote. Aujourd'hui, il est président. Sans l'aide des BBB, il n'y serait jamais parvenu. La Bible, les balles et le bœuf. Qui se cache derrière ces mots? Et jusqu'où iront-ils maintenant qu'ils sont au pouvoir? Voici l'église évangélique la plus conservatrice du pays, l'Assemblée de Dieu. Elle compte 12 millions de fidèles. Jair Bolsonaro a été élu il y a moins de 48 heures. Il est attendu d'une minute à l'autre. S'il a choisi cette église, pour sa première apparition au public, ce n'est pas un hasard. Voici l'homme qui lui a permis de gagner l'élection, l'artisan de sa victoire. Silas Malafaia est le pasteur le plus influent du pays. Un ami très proche du nouveau président.
Le service d'ordre porte ce t-shirt avec une Kalachnikov. C'est l'emblème de la campagne de l'ancien militaire, favorable au port d'armes. Voici le président du Brésil. 70% des évangéliques ont voté pour Jair Bolsonaro. Il est leur sauveur, celui avec qui ils partagent les mêmes valeurs. Ce que je vous dis est prophétique. Alors je donne la parole au président du Brésil. Je remercie Dieu pour cette mission. Parce que le Brésil est dans une situation compliquée. Crise éthique, morale, économique. Je suis certain de ne pas être le plus compétent, mais Dieu rend compétent ceux qu'il a choisis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le Brésil appartient au Seigneur Jésus. Le Brésil appartient au Seigneur Jésus. Encore une fois. Bolsonaro, nous sommes d'accord pour dire que tu es le meilleur et que tu marqueras l'histoire de notre nation. Au nom de Jésus, Amen. Cela fait des années que les grandes églises du pays travaillent à la conquête du pouvoir. Silas Malafaia a bâti un empire médiatique qu'il a mis au service de Jair Bolsonaro. Son émission La Victoire du Christ est diffusée depuis plus de 30 ans à la télévision. Les valeurs qu'il défend, la famille traditionnelle. C'est un opposant farouche au droit à l'avortement, toujours interdit au Brésil, et passible de 4 ans d'emprisonnement. Et au mariage gay, autorisé en 2013. Écoutez-moi bien, je n'interdis à personne d'être homosexuel. C'est juste une question personnelle. Par contre, le mariage, c'est une affaire d'hétérosexuels. Sa fortune a été estimée à plus de 150 millions d'euros par le magazine Forbes. C'est lui qui a convaincu Jair Bolsonaro de se convertir. Il était catholique, il est devenu évangélique. Un baptême dans les eaux du Jourdain en Israël. 2 ans avant les élections. Peuple béni du Brésil, Jair Messias Bolsonaro, le président du Brésil. Comme il est militaire, il a appris à aimer notre pays. C'est la chose la plus importante du militarisme. Faire en sorte que les gens aiment leur patrie. Mon père était officier de la marine. C'est avec lui que j'ai appris à aimer mon pays. Bolsonaro, il a envie d'améliorer le Brésil. Un mois avant le premier tour de la présidentielle, Jair Bolsonaro est poignardé. Gravement blessé, hospitalisé, il ne parlera plus en public. C'est le tournant de la campagne. Silas Malafaia devient son porte-parole. Que Dieu te bénisse, mon ami. Qu'il te donne la santé et le courage pour supporter tout cela. Merci pour ces mots, pour tes prières, pour ta confiance. Mais ma mission n'est pas juste la mienne, c'est la nôtre à tous. Exceptionnellement, Silas Malafaia a accepté de se confier sur son rôle de conseiller de l'ombre. Pourquoi on ne reçoit plus les journaux? Dis-moi, ma fille, ils sont où? Regardez tout ce bazar.
Ils vont devoir ranger. Hein. Ah, on n'a plus de journaux. Je pense que si on a peur de tout montrer, c'est qu'on a des choses à cacher. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Tout cela n'a pas été payé avec l'argent de mes fidèles. Ce n'est pas l'argent de mon église. Alors, quel est le problème? J'ai une maison d'édition, j'ai déjà vendu une quantité monstrueuse de livres. Je suis le pasteur qui gagne le plus d'argent pour donner des conférences. Encore aujourd'hui, c'est le cas. On m'invite partout. Donc, je n'ai pas besoin de voler quoi que ce soit. Ce livre, nous l'avons publié il y a 3 mois. Et j'en ai déjà vendu plus de 25 000 exemplaires. Le pasteur compte sur Bolsonaro pour que la théorie du créationnisme, de la création de l'univers par Dieu, soit enseignée dans les écoles. J'ai repris mes thèmes préférés, le créationnisme, la guérison intérieure, la dépression. Si quelqu'un dit par exemple qu'il n'aime pas les évangéliques, ni leur doctrine, ce n'est pas un problème. Mais si je dis que je suis contre l'acte homosexuel, alors je suis homophobe. Et pourquoi? Il a convaincu le nouveau président de nommer un pasteur, comme lui, ministre de la Famille. Cette vidéo a été vue plus de 5 millions de fois. Je ne vais pas être hypocrite. Au Brésil, je suis le numéro 1 en termes d'influence sur les réseaux sociaux. Mais je ne donne pas mon appui à tout le monde. Quand arrivent les élections, devant chez moi, c'est presque un pèlerinage de politique. Ils viennent me voir pour faire une vidéo avec moi, obtenir mon appui. Attendez, je vais vous montrer une très bonne vidéo. Elle a été vue plus de 7 millions de personnes. C'était à l'hôpital, quand Bolsonaro était en soins intensifs. Je suis allé le voir pour le soutenir. 7 millions de personnes, et rien que sur Facebook. Cette campagne a été un succès grâce à mes vidéos. Il ne pouvait pas parler. Donc je suis devenu son porte-parole. Si les syndicalistes ou les leaders de l'activisme gay peuvent influencer le cours des choses, pourquoi pas moi? Je suis un citoyen comme eux. Son discours porte dans tout le pays. Hier, bastion catholique, le Brésil est bousculé par la montée en puissance des évangéliques. Alors qu'il n'était que 2% il y a 60 ans, il représente aujourd'hui près d'un tiers de la population, 60 millions de fidèles. Leurs églises ont envahi les villes, les campagnes, les quartiers populaires, jusque dans les garages transformés en lieux de culte. Des églises riches, influentes, les fidèles doivent reverser 10% de leurs revenus. Leur emprise ne cesse de croître. N'importe qui peut se proclamer pasteur, même des enfants. Des enfants qui influencent leurs fidèles. João Vitor a 10 ans à peine. C'est l'enfant prêcheur le plus célèbre du Brésil. Durant la campagne, il a appelé à voter Jair Bolsonaro. Venez dans mes bras.
Comment vous appelez-vous, madame? Vous allez voir que ce que vous n'arriviez pas à accomplir, maintenant, vous allez y arriver. Et ça, ce sera grâce à Jésus. João Vitor est devenu l'instrument politique d'une communauté en plein essor. Ce soir, il entame une tournée nationale jusqu'à Rio de Janeiro. Son père Léo le conseille, il est lui aussi pasteur évangélique. Aujourd'hui, au Brésil, le peuple de Dieu a le pouvoir de choisir n'importe quel président, mais aussi de le faire tomber. Nous avons élu Bolsonaro, mais s'il ne le fait pas du bon boulot, alors on le fera sauter. Vous comprenez? À mon avis, le Brésil doit se débarrasser des politiciens corrompus. Et ceux qui veulent vraiment améliorer les choses, qui ne veulent pas faire n'importe quoi, ceux-là doivent les remplacer. C'est ce que je pense. Ce que je sens au fond de mon cœur. Et ton cœur, il te dit quoi? Bolsonaro. Ce soir, le jeune enfant prêcheur est attendu dans une petite église de la favela de Rocinha, un quartier pauvre et violent. Voici sa maman. Elle aussi est pasteur comme son mari. Malgré son jeune âge, João Vitor a déjà des opinions politiques affirmées. Comme le nouveau président, il est opposé au mariage pour tous. L'homosexualité, ce n'est pas possible. Si Dieu vous a fait homme, c'est parce qu'il a une bonne raison. Et si Dieu a fait de vous une femme, c'est parce qu'il l'a voulu ainsi. Alors pourquoi tout cela? C'est pratique. Je ne comprends pas ces personnes. Et Dieu ne peut pas créer un homosexuel. Alors en fait, Dieu n'a jamais créé un homosexuel. Dieu a créé l'homme et la femme, le mâle et la femelle. Il n'y a pas de création divine de l'homosexuel. Cela n'existera jamais. C'est contre la Bible. la Bible nous a dit qu'il ne faut pas mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde. Alors, ne mélangez pas les choses de Dieu et les choses de César. Parce que les choses de Dieu sont saintes, mais pas les choses de César. Tous sont favorables au port d'armes, l'une des promesses de Jair Bolsonaro, appuyée par les militaires. La Constitution dit que le foyer, la maison, est un endroit inviolable. Donc si quelqu'un veut entrer de force chez moi, j'ai le droit de m'en débarrasser. Parce que j'ai des enfants, une famille. Je ne suis pas en faveur de la violence ni du port d'armes. Mais il fallait bien faire quelque chose. Le pasteur Carlos est un ancien toxicomane. Il prêche aujourd'hui dans l'une des favelas les plus violentes de Rio de Janeiro. C'est ce qui l'a convaincu de soutenir le nouveau président. Ma Bible, c'est mon arme. J'ai 2 fusils bien chargés, l'Ancien et le Nouveau Testament.
Si les évangéliques ont appuyé Jair Bolsonaro, c'est aussi parce que l'ancien officier a promis de mettre un terme à la violence qui ravage le pays. 64 000 homicides, rien que l'année dernière. À Rio de Janeiro, l'armée est déployée dans les favelas tenues par les trafiquants de drogue. Les forces de l'ordre sont aujourd'hui placées sous le contrôle d'un général. Les affrontements entre les deux camps sont quotidiens. Chaque jour, ces nouvelles victimes. Le 41e bataillon enterre l'un de ses hommes ce soir, avec les honneurs. Tous ces policiers ont massivement voté en faveur de Jair Bolsonaro. On sait très bien qu'un jour ça doit arriver, mais quand ça vous tombe dessus, même si on connaissait les risques, c'est très dur. Ce n'est qu'un mort de plus. Oui, un de plus dans les statistiques. Et nous, on continue de perdre les gens que l'on aime, nos amis, notre famille. C'est très triste. Au moins maintenant, on sait que les choses vont changer. Ce n'est plus possible de fonctionner ainsi. On va tenter un chemin différent cette fois-ci. Une des priorités de Jair Bolsonaro, permettre aux policiers militaires de tuer un suspect armé sans risquer de poursuites judiciaires. Tous ici y sont favorables. Plus de 100 policiers ont été tués à Rio de Janeiro depuis le début de l'année. Malheureusement, des gens bien meurent dans les favelas. Alors la police militaire va continuer à travailler et se rendre partout. Mais le risque pour nous est énorme. Il faut une solution nationale au problème de l'insécurité. Avec le nouveau président, un nouveau chapitre va commencer. Avec de nouvelles lois pour répondre aux attentes de la population. Avec la victoire de Jair Bolsonaro, les militaires font une entrée triomphale en politique. C'est le succès d'un groupe très influent et discret. Les balles. Le président compte placer plusieurs généraux dans son gouvernement et plus d'une centaine de députés militaires siégeront au Parlement. Que feront-ils une fois au pouvoir ? Pour le comprendre, il faut remonter l'histoire. Ancien parachutiste comme le président, le colonel Renato Ustra veut prendre sa revanche. Son frère, Carlos Alberto, aujourd'hui décédé, est connu pour avoir été l'un des bourreaux de la dictature militaire, qui a dirigé le pays de 1964 à 1985. L'ancienne présidente Dilma Rousseff, militante de gauche, a été torturée par le colonel Ustra. Il est accusé d'avoir fait disparaître des dizaines de résistants, de syndicalistes. Aujourd'hui encore, les militaires bénéficient d'une amnistie pour ces crimes commis durant la dictature. Le colonel Ustra a été confronté une seule fois à ses victimes, durant les travaux de la commission Vérité. Je ne discute pas avec un ancien terroriste. Je ne suis pas un terroriste, colonel. C'est vous qui êtes un terroriste, un bourreau. Je ne suis pas un terroriste. Je suis un bon citoyen. Lors de la destitution de Dilma Rousseff en 2016, Jair Bolsonaro avait provoqué la controverse en rendant hommage au colonel Ustra. Un message à l'intention des nostalgiques de la dictature, 2 ans avant l'élection présidentielle.
contre le communisme, en hommage au colonel Carlos Alberto Brillante Ustra, la terreur de Dilma Rousseff. Bolsonaro était très énervé ce jour-là. Il a dénoncé le communisme. Il a parlé pour la famille, pour la tradition. Il nous a soutenus, mon frère et moi. C'est pour cela que nous lui sommes très reconnaissants. Mon frère a été trop critiqué. Il a été très courageux. Bolsonaro a pris des risques. Il est franc, il est direct. La vérité, c'est qu'il dit ce que les gens veulent entendre. Il parle la langue du peuple. Jair Bolsonaro avait ouvertement déclaré en 2016 que l'erreur de la dictature avait été de torturer sans tuer. Personne ne combat des terroristes avec des fleurs. S'ils attaquent violemment, alors vous devez répondre avec la même violence. La torture a existé à l'époque, mais de manière sporadique. Et l'armée n'a jamais incité à pratiquer la torture. Voilà Bolsonaro, juste à côté du colonel Ustra. L'armée n'utilisera jamais les armes pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que le prix à payer, les sacrifices sont trop grands. Mais maintenant, l'armée est revenue grâce à l'élection, avec la volonté du peuple. 60 millions de votes, c'est du sérieux. Son frère avait écrit un livre sur ses activités durant le régime militaire. La vérité étouffée est devenue une référence pour le nouveau président Jair Bolsonaro et pour les nostalgiques de la dictature. Un récit qui exonère les militaires de leurs crimes. Voilà l'histoire que la gauche ne veut pas que le Brésil connaisse. Ce livre en est déjà à sa 15e édition. C'est le livre de chevet de Bolsonaro. J'ai un énorme respect pour Bolsonaro parce qu'il a lutté contre le communisme. Et mon frère a été celui qui a le plus combattu, qui a eu le plus de succès, mais qui a été aussi le plus critiqué. Mais avec Bolsonaro président, tous ces gens comme votre frère ne seront plus critiqués alors? Non, maintenant c'est fini. Un livre qui rappelle les heures sombres du Brésil. Celle de la lutte entre militaires putschistes et communistes. Une vision partielle de l'histoire, désormais acceptée par les plus hautes personnalités du pays. Les militaires ont troqué l'uniforme pour le costume-cravate, mais à Brasilia, ils sont devenus omniprésents. Voici le vice-président de Jair Bolsonaro, le général de réserve Hamilton Mourão. Avant l'élection, il avait suggéré l'idée d'un coup d'État en cas d'anarchie dans le pays. Bonjour, vous allez bien? Beaucoup de travail en ce moment? Tranquille, sans problème. La vie d'un militaire en politique? Non, je suis calme et serein. Exceptionnellement, il nous a accordé cet entretien. Mais il est sur ses gardes. Il a appris à polisser son discours. Il y a eu de nombreuses critiques sur le risque d'autoritarisme. La presse internationale a même parlé de néofascisme. Qu'en avez-vous pensé? Je pense que la presse internationale ne connaît ni le Brésil, ni Bolsonaro. Elle a suivi l'opinion de ceux qui sont opposés à notre gouvernement. Ils ont fait du mal à notre pays en racontant des mensonges. Vous n'êtes donc pas inquiet par une possible dérive autoritaire, avec l'arrivée d'un grand nombre de militaires au pouvoir? Notre constitution est claire. Elle définit les limites du pouvoir exécutif. Nous ne sommes pas dans l'empire brésilien, avec un roi qui décide de tout. Notre président a été élu, avec des droits, mais surtout des devoirs.
Il y a quelques mois, vous aviez appelé les militaires à prendre le pouvoir. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Non, en réalité, nous avons été élus. C'est totalement différent. À l'époque, j'avais évoqué cette hypothèse en cas d'une situation de chaos dans le pays. Alors une solution de ce genre serait nécessaire. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons été élus. Alors maintenant, nous allons diriger le bateau. Vous connaissez ce livre? Oui, c'est La vérité étouffée. Pourquoi ce livre est devenu une référence pour beaucoup de militaires dans le pays, notamment du président Jair Bolsonaro? Il parle de cette période que nous appelons la lutte armée. Il raconte ce qui s'est réellement passé du point de vue des forces de l'ordre. Il nous sert de source d'information quand on veut savoir ce qu'il s'est passé à l'époque. Depuis l'élection, la communauté homosexuelle se dit inquiète. Que va-t-il se passer? Il ne va rien se passer. La loi est claire. Au Brésil, les gens peuvent vivre comme bon leur semble. Personne ne va les en empêcher. Ces craintes sont le fruit du terrorisme de certaines personnes, opposition qui font croire cela à la communauté internationale. Donc pour vous, il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Bien sûr que non. Dans un pays avec 13 millions de chômeurs, 60 000 personnes assassinées par an, des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, des routes en mauvais état, des écoles avec des problèmes, je devrais me soucier de l'activisme des gays? Tout cela, c'est une histoire de mœurs. Et ils changent avec leur époque, où ils évoluent, où ils reculent. Ces dernières années en coulisses, pasteurs et militaires ont œuvré patiemment. Désormais, la Bible et les Baals vont travailler main dans la main avec le troisième groupe d'influence, celui des agro-industriels. Le lobby des grands exportateurs agricoles génère près d'un quart du PIB national. Les voici en réunion à Brasilia. Les tractations vont bon train quelques semaines avant l'investiture officielle de Jair Bolsonaro. Au cœur de leur projet, l'Amazonie qu'ils veulent rendre plus accessible à l'exploitation. Le président vient de nommer leur chef de file, Tereza Cristina, ministre de l'Agriculture. La voici. Maintenant, nous avons l'opportunité de faire avancer les thèmes qui sont tellement importants pour les agriculteurs. Je crois que la ministre Tereza mettra en œuvre les demandes des parlementaires de notre groupe avec détermination. Marcos Montes est le secrétaire exécutif de la ministre de l'Agriculture. La déforestation en Amazonie ne l'inquiète pas du tout. Des illégalités, il y en a dans le monde entier. S'il y a une petite déforestation chez nous, illégale, alors les responsables seront punis. Et ils devront payer pour ça, selon notre législation. Vous savez, le Brésil protège 65% de sa forêt, ce qui n'est pas le cas d'autres pays comme la France ou la Norvège, qui n'ont pas des lois environnementales aussi strictes que la nôtre. Il compte sur le groupe des Baals pour les appuyer au sein du futur gouvernement Bolsonaro. L'armée a des officiers très bien préparés pour assumer leur rôle dans le nouveau gouvernement. C'est très novateur. Il faut profiter de tous ceux qui sont compétents dans la société. Ce n'est que le début. Ces militaires vont nous permettre de construire un nouveau Brésil, le pays dont nous rêvons depuis longtemps. Valdir Colato est un proche conseiller du président Bolsonaro. Il œuvre pour assouplir les règles qui limitent l'expansion de l'agrobusiness en Amazonie.
Écoutez, aujourd'hui, seuls 7% de la superficie du Brésil sert à l'agriculture. D'autres pays cultivent bien davantage, jusqu'à 30 ou 40% de leur territoire. Nous, non. Alors nous voulons que l'agriculture augmente en Amazonie et représente 20% de sa superficie. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur que le Brésil détruit sa nature. Nous protégeons l'environnement, alors que les pays qui ne l'ont pas fait dans le passé, aujourd'hui réclament davantage de notre part. S'ils veulent que nous continuions à protéger la forêt, ils vont devoir nous payer cher pour que nous soyons le poumon de la planète, dont tout le monde profite. Sous le gouvernement Bolsonaro, l'Amazonie est plus que jamais en danger. Un océan vert de 7 millions de kilomètres carrés de forêts vierges, dont le Brésil possède plus de 60%. La déforestation illégale s'accélère. En 30 ans, elle a perdu plus d'un quart de sa surface, soit 2 fois la taille de la France. Sur ces images satellites, les zones claires déforestées grignotent inexorablement la forêt primaire. Les populations indigènes sont les premières victimes. Des milliers d'entre eux se sont rendus à Brasilia, la capitale, pour défendre leurs terres devant le Congrès. Ils tentent de nous encercler, mais nous n'allons pas tomber dans leur piège. 207 indigènes et défenseurs de l'environnement ont été tués en Amazonie en 2017, dans l'indifférence générale. Vous devez le respect à tous ces gens qui sont venus de loin, de leur village dans la forêt. Cette démonstration de force a été durement réprimée. 2 ans plus tard, le gouvernement de Jair Bolsonaro s'apprête à légaliser la déforestation d'immenses zones de forêt vierge. Dans les rangs de l'opposition, l'inquiétude grandit. Jair Bolsonaro peut compter sur une vaste et solide majorité au Parlement pour appuyer ses projets de loi. Quelques semaines après son élection, la droite est en train de se ranger à ses arguments. La gauche, divisée, peine à se rassembler. Les défenseurs des droits de l'homme, des minorités raciales et sexuelles savent que des heures sombres attendent leur pays. Ils veulent faire avancer la frontière agricole à l'intérieur des terres indigènes, dans les zones protégées de l'Amazonie, dans les régions qui jusqu'à présent étaient vierges. Ils vont aussi assouplir la législation environnementale pour permettre la commercialisation au Brésil de produits qui sont interdits aujourd'hui. Des pesticides qui ont été bannis aux États-Unis et en Europe. Ils veulent faire du Brésil une poubelle. Bolsonaro a été confortablement élu, donc il a la légitimité pour mettre en place une politique très agressive à l'encontre des droits de l'homme. Les socialistes, les communistes, les défenseurs des droits de l'homme, les travailleurs sociaux vont devenir la cible privilégiée. Leurs dirigeants mettent leur vie en danger aujourd'hui. Car nous nous attendons à une répression très forte de la part du gouvernement, à l'encontre des leaders et des membres de ces mouvements sociaux. Durant la campagne, Jair Bolsonaro s'est engagé à supprimer les financements publics pour toutes les organisations de défense des minorités. Les députés du Parti des travailleurs appellent à un mouvement de résistance.
Nous sommes en train de vivre un retour au fascisme. Un fascisme assumé, qui ne se dissimule plus. Désormais, nous le voyons tel qu'il est. Il a enlevé son déguisement et il est en train de s'installer dans toutes les structures de l'État, comme ici au Parlement. Nous avons tous pensé que le candidat Bolsonaro était une caricature, grossière, mal faite. Nous n'avons pas compris que ce fascisme était en train de grandir. Cette vipère a pondu ses œufs partout, d'où vont sortir d'autres serpents que nous allons devoir affronter. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer le risque que représente ce nouveau fascisme si nous voulons défendre notre liberté. La victoire de Jair Bolsonaro a déjà commencé à alimenter la fièvre expansionniste des planteurs de soja, de café et des éleveurs bovins. Avec un cheptel de plus de 215 millions de têtes, le Brésil est le second producteur mondial de viande. Les grands propriétaires terriens détiennent près de la moitié des surfaces agricoles. Une situation que dénonce le mouvement des Sans-Terre, créé il y a près d'un demi-siècle. Il représente 350 000 familles, aujourd'hui ennemis déclarés de Jair Bolsonaro. Avec moi, Président, les actions du mouvement Sans-Terre seront considérées comme des actions terroristes. C'était sa promesse de campagne. Il a aussi promis que toute manifestation allait être sévèrement réprimée. Le terrain est en train d'être envahi. Les gardes du propriétaire ont tiré sur les envahisseurs, qui répliquent en leur envoyant des feux d'artifice. La région de Campo do Meio est devenue la victime toute désignée de la vindicte du nouveau gouvernement. 450 familles sont menacées d'expulsion. Elles vivent sur une propriété occupée par le mouvement des Sans-Terre. Ces paysans cultivent du café depuis 20 ans, dans cette ferme qui avait été abandonnée au début des années 90. 4000 hectares qui produisent plus de 500 tonnes de café bio par an. À leur tête, Ricarda Gonçalves, 69 ans. Leur très riche voisin a décidé de racheter la propriété. C'est le plus grand propriétaire de café du pays. Bonjour les enfants. Salut Luciana, tu vas bien? C'est bientôt l'heure de la pause. D'ici peu, ils vont partir à l'école, non? Luciana Ribeira, 45 ans, est mère de 3 enfants. Beaucoup de gens veulent la terre pour faire du profit. Mais nous, on veut simplement tenter de survivre grâce à elle, en la cultivant et en récoltant. Regardez mes enfants, on travaille tous ensemble ici. En ville, vous ne verriez jamais ça. Ici, c'est un lieu de résistance. Mais un jour, j'espère que cette terre sera à moi, parce que je me bats pour cela. Luciana et les militants Sans-Terre ne disposent pas de titre de propriété. Ils savent que le nouveau gouvernement fera tout son possible pour les expulser. Ils disent que nous sommes des criminels, des terroristes. Mais nous ne sommes rien de tout cela. On se bat pour notre dignité, pour nos droits. Si vous voyez une terre fertile, qui est totalement abandonnée, que vous vous y installez, que vous la cultivez, quel est le problème? Nous ne sommes pas des terroristes. On tente de sauver notre culture.
Nous n'allons plus vivre dans le même régime démocratique qu'avant. Nous voyons que Bolsonaro est en train d'organiser son équipe en remontant dans le passé pour y récupérer les généraux, les colonels, pour les mettre dans son gouvernement. C'est une manière claire de dire qu'il va remettre en place la dictature. Si je pense cela, c'est parce que j'ai déjà vécu sous la dictature. Regardez, c'est ma maison. On est en train de la remettre en état parce qu'elle a été détruite et incendiée. Là-bas, on voit encore ce qui a échappé au feu. C'était en juin 2017. Le prix de son combat en faveur des paysans de Campo do Meio. Il me disait, tu ne perds rien pour attendre, tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Qui vous disait cela? Les hommes de main, des grands propriétaires. Mais pourquoi vous? Parce que je n'ai pas peur. Je suis connue dans la région. Je continue de me battre, malgré tout. Alors ils essaient de nous faire peur pour que l'on abandonne. Depuis, Ricarda a reçu de nombreuses menaces de mort. Elle craint que la situation dégénère. Le président n'a pas arrêté de dire qu'il fallait en finir avec le mouvement des sans-terre, avec le Parti des travailleurs. Cela génère énormément de violence. Bolsonaro réveille l'agressivité qui est enfouie chez les gens. Cela va devenir vraiment compliqué pour nous. Leur campement avait déjà été démantelé en 2009 avec l'aide de la mairie. Mais ils ont tout reconstruit. Luciana et ses enfants n'ont pas d'autre endroit où aller. Tu te rappelles quand la police est venue avec le juge? Tout le monde avait peur. Les policiers nous sont tombés dessus. Les CRS étaient partout. Mais si nous restons ensemble, nous sommes plus forts. L'élection de Jair Bolsonaro a enterré leur projet d'avenir. Avec l'arrivée de ce fou au pouvoir, il faut qu'on soit prêt à tout. Parce qu'il donne son appui aux grands propriétaires qui nous menacent et qu'en plus le maire de notre ville continue d'être contre nous. Alors on doit vraiment se préparer à toutes les éventualités. Quelques jours plus tôt, les 2000 paysans ont obtenu un sursis. Un juge les a autorisés à rester sur place, provisoirement. Mais cette décision peut être remise en cause par un autre juge à tout instant. Le mouvement des sans-terre a décidé d'organiser une audience publique à la mairie. Les paysans veulent prouver que leur activité est un moteur économique pour la région. Cette audience est importante pour montrer que nous sommes présents, que nous sommes forts ensemble. On ne gagnera que si tous les travailleurs s'unissent. Le maire n'a pas voulu assister à l'audience. Il ne prendra pas position en leur faveur. Jour après jour, ces travailleurs sont soumis à une pression grandissante. Leurs droits leur sont retirés. La législation du travail a été fragilisée et cela va empirer. Ici, un mouvement de résistance a été lancé. C'est la preuve que l'union des travailleurs les rend forts. Mais ils sont devenus la cible préférée des grands propriétaires.
Mais comment cela se fait que nous n'avons reçu aucun appui de notre maire? Nous représentons 450 familles. Et parmi tous ceux qui sont ici, combien ont appris à lire et à écrire avec nous? Nous venons aujourd'hui démontrer que nous sommes des travailleurs, des hommes et des femmes qui se battent chaque jour. La lutte continue. Ces paysans n'ont rien d'autre à perdre qu'une terre qui ne leur appartient pas. Avec Jair Bolsonaro président, ces hommes et ces femmes seront-ils déclarés terroristes? Je ne permettrai pas qu'ils détruisent mon rêve et celui de mes enfants. On ne va pas rester les bras croisés. Avec Jair Bolsonaro au pouvoir, jusqu'où iront les militaires, les propriétaires terriens et les évangéliques, les forces unies du BBB, la Bible, les balles et le bœuf? Désormais sous leur emprise, le pays s'apprête à traverser des heures sombres.